Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64 débats consacrés à la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Où sont les hommes? Nous posons la question. Une tribune appelle en France les hommes à prendre leurs responsabilités, à ne plus rester spectateurs, à briser le silence face aux violences physiques, sexistes, sexuelles, économiques ou encore psychologiques. Avec nous autour de la table, Carlotta Gradin, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de l'association ONU Femmes France qui est à l'initiative de cette tribune que je viens de citer, une pétition intitulée « Le silence des hommes doit cesser ». Mathieu Haro, bienvenue. Vous êtes aussi l'un des initiateurs de ce projet et de cette tribune, administrateur de ONU Femmes. Avec nous également Isabelle Mourgère. Bonsoir Isabelle, que nos téléspectateurs connaissent bien, rédactrice en chef de Terrienne, présentatrice de Terrienne, Terrienne qui couvre toute l'actualité de la condition des femmes à travers le monde, sur son site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux de Terrienne. Carlotta Gradin, qu'est-ce qui vous a incité à lancer cette tribune, ce pari, on peut presque le dire, audacieux? Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important et nécessaire que les hommes sortent, que nous sortions de notre passivité? Oui, cette tribune s'inscrit dans notre campagne annuelle contre les violences faites aux femmes. Et pour nous, il est essentiel de faire cet appel aux hommes parce qu'on sait qu'il y a une majeure partie d'hommes qui souhaitent pas s'exprimer, qui n'osent pas s'exprimer, alors qu'on sait qu'ils sont contre les violences. Et donc, on voulait vraiment parler à ces hommes, les inviter à agir. Et on a trouvé le moyen de le faire grâce à l'initiative de David Pellico et certains des membres de notre conseil d'administration, dont Mathieu qui est ici avec nous ce soir, et avec vraiment un appel concret à agir pour en finir avec les violences aux côtés des femmes. Et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à cette initiative? Tout d'abord parce que la violence que des hommes peuvent exercer sur les femmes, ça ne représente pas la majorité des hommes. Et donc c'était important de le montrer. Et puis également de sortir un petit peu du silence. Parce que le silence, ça permet finalement la reproduction de ces violences. Alors concrètement, c'est quoi sortie du silence? C'est-à-dire qu'on est dans l'entreprise, par exemple, dans le cercle familial, on voit une parole déplacée, on voit un geste physique inapproprié, il faut de suite parler et ne pas dire non, on ne va pas faire d'histoire. Alors il faut parler, il faut s'exprimer, et puis c'est aussi sur le plus long terme, pouvoir éduquer, pouvoir un petit peu changer la perception que les hommes peuvent avoir sur les relations hommes-femmes. Et ça se fait sur la durée. Alors il ne s'agit pas d'être moralisateur, mais il s'agit de le dire, et de le dire avec sérénité, et pouvoir s'affirmer en tant qu'homme respectueux des femmes. Isabelle Mourgère, vous à Terrienne, on peut le dire, cela fait des années que vous prônez, que vous plaidez, au fond, pour que cette tribune soit entendue. Ça ne peut pas se faire sans les hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais rappeler, voilà, enfin, je dirais, enfin, il faut que les hommes puissent parler, qu'on puisse les entendre aussi. C'est peut-être pas si facile parce qu'il y a une question de légitimité qui est justifiée, sans doute. Mais là, pour le coup, un engagement, c'est un premier engagement. Après, concrètement, il peut y en avoir d'autres. Moi, je voudrais vous rappeler ce slogan-là qu'on entend beaucoup maintenant. C'est « Not all men », pas tous les hommes. Oui, mais alors les féministes, elles s'opposent un petit peu à ce slogan parce que ça minimise un petit peu la responsabilité des hommes dans ces luttes faites aux femmes. Et pourtant, c'est not all men, pas tous les hommes, mais presque toujours les hommes. Je voudrais rappeler quelques chiffres, si vous le voulez bien. J'y pensais, c'est vrai, quand il s'exprimait Mathieu Arnaud, qu'il a dit cette phrase, c'est vrai que je pensais à des chiffres que vous allez nous montrer qui sont saisissants. Alors, donc, dans le monde, une femme sur 3 subit au cours de sa vie des violences commises dans plus de 90% des cas par des hommes. Dans 97% des cas de viol et 96% des agressions sexuelles, les auteurs sont des hommes. Enfin, dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Il s'agit d'un proche, d'un membre de la famille ou tout simplement du conjoint. Alors, vous savez, l'agression qui se déroule donc en grande majorité à domicile, on est bien loin de l'image de la joggeuse. Vous savez, la joggeuse qui prend des risques en allant courir la nuit dans les bois. Ce n'est pas ça du tout, les violences faites aux femmes. Les chiffres de l'OMS qui ont été publiés la semaine dernière nous disent, au cours des 12 derniers mois, 316 millions de femmes ont été victimes de violences de la part
l'histoire d'un partenaire intime. Oui, c'est le cercle familial. Alors par contre, évidemment, il y a des coureuses et des joggeuses qui sont elles aussi victimes de viols et de meurtres en allant exercer leur activité. Carlotta Gradin, Isabelle cite des chiffres. 50 000 femmes ou filles ont été tuées par un proche en 2024 dans le monde. Ça fait une femme toutes les 10 minutes. Comment expliquer cet état de fait alors qu'il y a quand même eu le mouvement MeToo, alors que nous sommes nous-mêmes ce soir-là en train de le faire à travers cette tribune, alors qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de discours médiatique, public, pour que les choses avancent? Oui, et pour revenir sur ce que vous allez vraiment bien expliquer, les formes de violence sont multiples. Ça peut prendre la forme de violence physique, sexuelle, administrative également. Et on voit aussi comment les violences en ligne aujourd'hui sont un fléau. Et c'est pas parce que ça se passe en ligne que c'est pas du réel. Et c'est pas parce que ça se passe sur les réseaux sociaux que ça n'a pas des conséquences aussi sur les femmes, que ce soit des conséquences physiques, psychologiques. Et cette tribune, en fait, s'inscrit aussi dans ce que vous dites. Il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu le Grenelle, par exemple, en France. On a des lois qui sont venues renforcer la protection des femmes, des dispositifs également. Mais la réalité, c'est que j'ai dit, en France, 4 femmes ont été tuées. Depuis jeudi, 5 femmes. Il y a 5 jours, effectivement, 4 femmes ont été tuées. Mélina, Béatrice, Laure et Élodie. Oui, et derrière ces femmes, il y a des vies, comme le disait aussi Mathieu, il y a des conséquences qui non seulement touchent les femmes, mais la société dans son ensemble. Et par cette tribune, on voulait justement... Voilà, pas que ça reste un papier qui peut-être est bien écrit, mais que ça lance un mouvement pour que les hommes rejoignent aussi cette cause et pour qu'ils se mobilisent, parce qu'il n'y a pas de petits gestes. Tout geste compte pour faire en sorte que les violences... Et ce jour-là, 4 femmes, 4 féminicides. Le même jour, la mission interministérielle française pour la protection des femmes, MIPROF, révélait une augmentation des féminicides en 2024. Quel est le profil, si je peux parler ainsi, des signataires de cette tribune? Il est très divers. C'est plutôt... Est-ce que vous avez été surpris justement par le profil de ceux qui ont adhéré à l'idée de sortir du silence? Alors, je dirais que les premiers signataires sont des hommes un peu assez divers. On a des administrateurs d'ONU Femmes France, donc des hommes engagés sur la thématique. On va en entendre un dans un instant avec Isabelle. Et puis après, plus largement, des personnalités, des hommes du milieu du spectacle, des sportifs. Il y a une signature qui interpelle plus que d'autres et qui marque les esprits, c'est celle de David Pellico, le fils de Gisèle Pellico, victime de violeurs collectifs à Mazan. Il a beaucoup été question de la soumission chimique aussi. Exactement. C'est important qu'il soit là avec vous dans cette tribune. Et David, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille entre guillemets normale et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé en fait mis un peu sur le devant de la scène du fait de cette affaire. Et je crois que son engagement est extrêmement important parce que c'est l'engagement d'un homme parmi d'autres qui montre que voilà, ces choses-là ont un impact. Les violences faites aux femmes ont un impact sur les hommes. Et les violences ont un impact effectivement également. Alors Gilles Lazimi, administrateur d'ONU Femmes France, Isabelle, lui aussi participe à cette initiative. Oui, alors il est aussi l'un des initiateurs de cette tribune. On le connaît bien à Terrienne, il était venu l'an dernier pour justement, dans le cadre d'une émission spéciale en marge du procès des viols dits de Mazan. Ouais. Et en fait, lui, il est engagé depuis très longtemps sur le terrain, il est médecin généraliste, et puis s'est aperçu que des femmes venaient dans son cabinet, étaient victimes de violences. Et difficile de déceler ces violences. Elles sont sournoises, elles sont cachées. Parfois, les femmes sont accompagnées de leur mari, donc ne peuvent pas en parler. Et en fait, il a mis au point un guide, justement, pour les personnels médicaux, justement pour déceler ces petits signaux un petit peu invisibles et pour lutter contre ces violences. Et donc là, il explique dans une petite vidéo qu'il nous a envoyée tout à l'heure pourquoi il s'est engagé dans cette tribune. Eh bien, on l'écoute. Il est essentiel d'inclure les hommes dans le combat contre les violences faites aux femmes. Les hommes sont à 95% les responsables des violences envers les femmes. Les hommes connaissent des cousins, des frères, des amis, des collègues qui ont des comportements sexistes et qui sont violents dans leurs propos, dans leurs actes avec les femmes. Ils doivent agir, ils doivent intervenir et ils ne doivent pas laisser faire. Si on est témoin de propos sexistes, si on est témoin de violences, il faut intervenir. Être neutre, c'est être du côté d'agresseur. Si vous voyez cette tribune, n'hésitez pas à la relayer, à la signer, à la diffuser autour de vous pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour lutter contre les violences qui sont des violences masculines. Ne rien faire, c'est laisser faire.
Ne rien faire, c'est laisser faire. Le message est clair, limpide. Isabelle, j'aimerais que vous poursuiviez avec nous avec quelques chiffres avant de faire réagir nos invités. Il y en a un qui est effarant. 27% des hommes ne considèrent pas comme un problème le fait d'insister pour avoir un rapport sexuel avec sa conjointe. Oui, c'était une enquête du Haut Conseil à l'égalité en France. Et c'est quand même surprenant. Ça relève vraiment de ces impensés, de cette culture du viol, telle qu'on la désigne. Qui ramène la femme à un objet, en fait. Exactement. Et en fait, encore aujourd'hui, malgré justement l'effet MeToo, il y a le contre-effet MeToo. Et donc, c'est particulièrement marquant chez les populations de jeunes hommes, entre les 25, c'est vraiment entre les 25 et 34 ans. Donc, 27% des hommes considèrent que ce n'est pas un problème d'insister pour avoir un rapport sexuel avec sa conjointe. 12% même déclarent l'avoir fait, tout simplement. Et chez ces jeunes hommes, 23% considèrent qu'il faut parfois même être violent pour se faire respecter. Et 16%, un dernier chiffre, des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation. Alors là, je vous fais réagir, c'est le fameux « elle était habillée comme ceci, comme cela, Exactement. trop court ou autre, elle marchait dans la rue à 1h du matin C'est toute seule ». l'inversion, en fait, la victime est la responsable de son viol. L'inversion accusatoire. 16%, peut-être que ce taux baisse, je l'espère, mais 16%, ça reste quand même beaucoup. Oui, et ce qui est important de relever, c'est que ce sont des jeunes. On a tendance aussi à dire que les mentalités changent, alors qu'on voit que l'urgence est là aussi pour les jeunes générations. Et dans la tribune, on parle aussi de ces discours masculinistes qui se développent en ligne avec une virilité poussée à l'extrême et qui, justement, n'est pas celle que les hommes qui ont signé cette tribune, et Mathieu pourra en parler mieux que moi, veut promouvoir pour la jeune génération et pour les jeunes garçons qui doivent être éduqués au consentement, au respect des femmes. J'ai une question concrète pour vous, et c'est vrai, j'y pensais ce week-end en préparant ce débat, en faisant un footing. Vous parlez de footing dans Paris, et j'entends une dispute, je le raconte. La femme et l'homme se disputent, le ton monte, et la femme lui dit « tu vas encore me taper ». On fait quoi? On y va, on essaye de calmer les choses? Si la situation prend cette tournure, oui, je pense qu'il faut pouvoir, de façon assez calme, faire quelque chose et pouvoir s'interposer. Ouais. Comme dans toutes circonstances, mais il faut vraiment essayer de discuter avec la femme, essayer de voir si ce sont des violences qui se répètent. On appelle qui d'ailleurs en cas de violence conjugale? Les services d'urgence? La police? Oui, la police, quand vous avez en effet des soupçons de violence, par exemple un voisin, vous entendez des bruits ou des cris, vous pouvez appeler la police. Et après, vous avez bien sûr des numéros d'urgence ou d'écoute comme le 3919 pour les personnes victimes de violences conjugales, intrafamiliales. Des violences multiples, on peut le lire dans Terrienne. Isabelle, vous vouliez réagir? Ce qui est important, je crois, d'ailleurs, après en avoir discuté longuement avec le docteur Lazimi, c'est de mettre cette femme en protection. De la protéger, et de l'isoler peut-être de son agresseur autant que possible, et puis de l'entourer, lui dire que ce n'est pas de sa faute. Voilà, ne pas inverser, justement. Il y a ensuite encore des victimes encore plus fragiles, notamment les femmes, vous en parliez ce matin dans les journaux de TV5 Monde, qui sont en attente de régularisation, d'avoir des papiers d'identité. Alors là, c'est encore la double peine presque. Oh, la triple même. Ouais. Elles ont quitté un pays parce que victimes de violences liées à leur genre, mariage forcé, viol de guerre ou viols conjugaux tout simplement. Et elles ont un parcours migratoire où elles subissent également des violences. Ça, on a des chiffres, et encore c'est difficilement estimable, mais on commence à avoir des chiffres grâce aux associations. Et puis une fois arrivées en France, ça continue. Ça continue. Pas de papier, des métiers où elles sont pas déclarées, donc c'est des violences économiques, mais aussi elles peuvent subir des violences de la part de leur conjoint. Comment porter plainte quand on n'a pas de papier? Comment quitter le foyer sans ressources? Voilà. Oui, allez-y. En effet, il n'y a pas que les femmes réfugiées ou migrantes, mais il y a aussi les femmes en situation de handicap, mais sont forcément aussi des femmes qui vivent dans la ruralité, dans des villages où il y a moins d'accès aux associations, moins d'accès, par exemple, à des points où elles pourraient être en sécurité. Donc, en fait, il faut aussi regarder autour de nous que l'isolement peut être aussi causé par la situation géographique. Et s'agissant des hommes, vous, à titre personnel, après avoir signé cette tribune et en avoir été à l'initiative, qu'est-ce que vous conseillez pour être plus actif autour de vous, aux hommes, justement?
Je pense qu'il faut pouvoir agir à son niveau et à sa mesure. Il ne s'agit pas de demander à tous les hommes de devenir du jour au lendemain des surhommes et de se surinvestir, mais en tout cas de pouvoir commencer à l'échelle familiale, à l'échelle personnelle, à pouvoir en parler autour de soi. Juste en parler, c'est déjà un premier pas. Parler du sujet, pouvoir en discuter avec ses enfants, ses fils, avec ses amis et avec sa famille, c'est déjà un premier pas. Et puis pour ceux qui veulent s'engager un petit peu plus, il y a effectivement des associations féministes qui portent ce combat et il n'y a aucun souci pour un homme de pouvoir appuyer les femmes qui s'engagent pour lutter contre ces violences. Et il est écrit notamment dans cette tribune, face à ce constat, la majorité des hommes désapprouvent, rejettent, condamnent ces violences, mais beaucoup restent en retrait par indifférence ou par doute. Est-ce notre place? Que pouvons-nous vraiment faire? Ne risquons-nous pas de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas? C'est toutes ces questions que beaucoup peut-être reconnaîtront ce soir dans ce débat. Vous êtes française et italienne. L'Espagne est souvent citée en modèle, le bracelet, le téléphone d'urgence. En France, c'est mis en place, mais pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi c'est compliqué? Enfin, ça ne prend pas. Ça a sans doute sauvé des vies et il faut être optimiste, mais ce n'est pas l'Espagne. Il faut quoi? Il faut des moyens, il faut... Oui. En fait, oui, ça a pris parce qu'il y a eu un déploiement beaucoup plus fort, une utilisation beaucoup plus importante, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas les besoins. Et d'ailleurs, on est vraiment dans une période qui montre aussi combien les associations sont essentielles dans ce combat, dans la prévention, dans l'accompagnement des survivantes et des moyens qui sont de plus en plus réduits pour les associations, mais aussi pour, disons, tous les services. La justice publics, aussi, notamment. La justice, les médecins, on en parlait avec Gilles, et pour des formations qui sont régulièrement faites avec les personnels de santé, etc. Donc, en fait, ce sont des moyens financiers qui doivent être déployés plus importants, en effet, et après aussi appuyer les associations avec qui sont sur le terrain, qui sont sur qui le font un terrain. travail remarquable. Merci beaucoup Carlotta Gradin d'avoir été avec nous, présidente de l'association ONU Femmes France. Merci Mathieu Haro, donc administrateur ONU Femmes, tous les deux à l'initiative de cette tribune. Et merci Isabelle Mourgère. On vous suit sur Terrienne. J'invite à vous lire notamment sur la question du masculinisme, parce que là aussi il y a des signaux très très inquiétants, notamment en France, aux États-Unis également, mais pas seulement. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau.